Donc je vais vous parler de Starting Up Fast. Je vais commencer par donner un peu de contexte, quoi et qu'est-ce qui se passe et comment, où est-ce qu'on est. Je vais parler beaucoup des classes de JavaScript, comment ils fonctionnent, comment on peut les initialiser, et ainsi de suite. Il y aura quelques slides sur le benchmark et comment, en fait, le vrai sujet, comment est-ce qu'on fait pour être rapide pour démarrer et pour initialiser les classes. Cette initialisation rapide a quelques problèmes de temps en temps, donc il y aura des slides là-dessus aussi, c'est le drawback, et je vais finir avec une petite conclusion. Donc, contexte. Moi, je travaille pour Google. Il y a 5 ans, j'ai bougé vers Danemark pour travailler chez Google. Et mon compte, moi, je suis dans la compilation des machines virtuelles. Donc, ma thèse ici, c'était pour la compilation. Ensuite, chez Google, j'ai fait la machine virtuelle. Et récemment, déjà 3-4 ans, j'ai commencé à faire le langage Dart. J'étais parmi les 5 premiers à travailler dessus. Et d'abord j'étais dans le design de langage, et ensuite j'ai fait un petit peu j'étais lead des niveaux de base. Et maintenant, depuis quelques mois, je suis le tech lead de Dart JavaScript, donc le compilateur de Dart JavaScript. Et ce talk-là, il se situe directement dans la dernière partie, dans la partie Dart JavaScript. Donc nous, on compile Dart JavaScript, il faut que ce soit rapide. Donc, en plus de contexte, on a des clients Google, on a un grand qui est AdWords, mais dans ce cas ici, c'est plutôt Fiverr qui est important. Donc Google Fiverr, le réseau fibre des États-Unis, c'est notre client. Ils utilisent Dart dans la boîte, et ils utilisent un browser Chrome, et ils ont quand même des boîtes qui ne sont pas super rapides, et chaque fois qu'ils doivent démarrer quelque chose, ils descendent. Donc ils doivent être rapides, et ils nous ont demandé d'améliorer un petit peu ce qu'on a en ce moment. D'autre part, on a quand même des clients différents aussi qui veulent porter leurs apps sur mobile. Et bien qu'on n'était pas trop mauvais sur le desktop, dès qu'on passe sur mobile, quand on a beaucoup de classes, quelque chose qui prend, je sais pas, 300 millisecondes sur le desktop pour initialiser, ça prend tout de suite quelques secondes sur un Nexus 5. Donc, pareil, on a eu des requêtes des clients qui nous demandaient d'améliorer le startup. Et en particulier, ils nous disaient que l'output de Dart JavaScript était trop lent pour démarrer. Donc, pourquoi c'est lent? Il y a plusieurs choses que Dart JavaScript où le code il fait quand on démarre. Première chose, c'est initialiser les classes et les fonctions statiques. On instancie aussi les constants. Python constants, ça c'est quelque chose de Dart en particulier. Et on a aussi, quand on compile, il faut mettre quelques données dedans qu'il faut initialiser pour ensuite marcher correctement. Et moi je vais parler que des classes et des fonctions, en particulier des classes ici, mais il y a quand même quelques astuces qu'on fait qui sont similaires que les autres bullet points. Donc, initialisation, pourquoi est-ce que c'est lent? JavaScript, malheureusement, c'est un langage qui n'a pas de structure par défaut, ou en tout cas pas de structure d'un point de vue de classe. Donc un programme en JavaScript, ça s'initialise, ça donne une structure au fur et à mesure quand on exécute du code. Donc une classe, c'est pas décrit par un mot-clé classe, ainsi de suite, c'est par exécuter par les appels de fonctions plus ou moins. Et du coup, il faut exécuter du code au début, et ça prend un certain temps. C'est un peu ça. Et ici, je vais maintenant, dans la prochaine slide, un peu décrire comment les classes dans JavaScript sont faites. Donc, le JavaScript lui-même, ils ont regardé un petit peu self, pas suffisamment, mais quand même un petit peu. Et l'idée, c'est que chaque objet n'a pas vraiment une classe, c'est un prototype. Et quand on accède à un champ dans ce qu'on appelle property en JavaScript, un champ de l'objet, il va d'abord regarder sur l'objet et ensuite sur le prototype, ainsi de suite, jusqu'à ce que soit il n'en trouve pas, soit il en trouve. Donc, de ce point de vue, un objet en JavaScript, c'est un hash table, ça c'est pour le champ d'utilisateur, mais en même temps, il y a des champs cachés dedans, comme le prototype, classe, extensible, ils ont je sais pas, une quinzaine, vingtaine, ils en ajoutent au fur et à mesure, qui ne sont pas accessibles a priori par l'utilisateur.
Donc il y a comme bien un hash table pour les user properties, ça c'est pour les autres là. Mais derrière, il y a d'autres properties, d'autres champs qui sont juste pour les objets de JavaScript. Et nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est le prototype. C'est ça qu'on utilise pour les classes. Donc ici, un petit exemple. Quand on prend un point, ici, par exemple, à gauche, ça pourrait être une instance de point. Donc on a bien les properties, le champ x, y qui sont dans le hash table, mais pour les fonctions qui sont un petit peu de classe, ce qu'on donne généralement en Java dans la classe, c'est dans un autre objet, le prototype. Et donc quand on veut accéder à la longueur, au length, on va d'abord regarder dans l'instance à gauche. Si on ne trouve pas, et si on ne trouve pas, on va aller sur le prototype, et là on trouve on va exécuter. Comment est-ce qu'on fait ces trucs-là, les classes et les prototypes, comment est-ce qu'on le fait? En JavaScript, chaque fonction est un constructeur, donc on peut appeler new sur chaque fonction qui existe. La seule chose qui se passe, c'est que JavaScript il va chercher le champ prototype, et quand on lit la spec, c'est souvent difficile de savoir si c'est le prototype, quel prototype c'est, mais c'est le champ prototype qui est défini par l'utilisateur, et il va le mettre comme objet de l'interne de prototype. Donc ici, j'ai un exemple de classe foo, ou la fonction foo que j'utilise comme une classe. J'ai un champ prototype que j'ai mis à jour avec un table ou un objet qui a qui a x comme clé et 10 comme valeur. Et ensuite, quand j'instancie un foo avec une foo, je peux chercher le x qui se trouve sur le prototype parce qu'il le trouve là-bas. Pareil, la question est maintenant comment est-ce qu'on déclare des champs. Il n'y a pas vraiment de moyen de déclarer des champs en JavaScript. Ce qu'on fait en général, c'est dans le constructeur, on met à jour les valeurs. Donc ici, si on utilise la fonction point comme constructeur, on met à jour x, y de l'objet qui est passé. Ça, c'est quelque chose que les machines JavaScript ils reconnaissent un peu. Donc quand il y a un constructeur comme ça, ils optimisent un peu pour éviter que ça se fait vraiment achetable un par un. Donc, juste exemple complet. Donc, quand on veut avoir un point, on déclare une fonction, point, on met à jour le champ 10.x, 10.y, et vu qu'on veut avoir la longueur sur le prototype, on le met dans le prototype pour ensuite l'accéder et l'exécuter. Heureusement, ils ont maintenant dans ES6, ils ont commencé à faire des sucres syntaxiques. Donc maintenant, il suffit d'écrire classe, ainsi de suite. Mais au final, c'est vraiment la même chose. Et on peut en fait le voir. Donc ils ne peuvent pas faire des opt-in pour dire bon, on fait des classes comme Java avec mon ainsi de suite. Il y a toujours des moyens de savoir que je peux accéder au prototype de cette façon, ainsi de suite. Donc il y a des moyens de savoir. Donc ils doivent en fait juste enlever le sucre et le faire correctement. Voilà. Pour l'instant, je vous ai raconté comment on fait les classes, mais c'est pas encore l'héritage. Donc il y a plusieurs façons de faire de l'héritage et ça change, je dirais. Il y a plusieurs façons de le faire et la meilleure façon de faire, ça change au fur et à mesure. Donc dépendant quand est-ce qu'on trouve, quand on cherche sur internet, je fais l'héritage pour JavaScript, dépendant sur quel site on tombe et dans quelle année c'est différent. Et ici, je vais vous en montrer 4 façons de le faire. Et au fur et à mesure, au moins tous ces 4-là, ils sont corrects. Vous trouvez aussi d'autres façons qui ne sont pas correctes sur internet, mais ça c'est autre chose. Donc juste pour donner qu'est-ce qu'on veut avoir, ici c'est l'exemple qu'on veut pouvoir exécuter. Donc c'est un point, ça c'est standard, comme on a déjà fait. Et ensuite on veut l'étendre avec un calade point. Donc on veut juste avoir la couleur en plus. Et ensuite, quand on appelle la longueur sur le calade point, ça doit utiliser la longueur qui a été définie dans la point. Mais on ajoute aussi une méthode description qui va exister que sur le calade point, juste pour un petit peu de différence. Donc, d'un point de vue de comment ça doit se voir dans les objets, ici je montre que les prototypes, les objets prototypes qui sont donc, dans les champs prototypes des constructeurs. Donc on a bien à droite, on a le prototype de point, le même qu'on a vu avant. Et maintenant ce qu'on veut, c'est que le prototype de calade point,
lui, son prototype va sur le champ point, du coup, il va chercher un par un jusqu'à ce qu'il trouve la fonction à exécuter. Donc c'est ça qu'on veut avoir. Et la question est maintenant comment on arrive. La première approche, c'est quelque chose qui a été recommandé pendant longtemps. C'est toujours à la mode, mais pas autant, mais on verra pourquoi. Je vais le découper en deux, mais on va déjà commencer par les deux premières lignes. Ça, c'est les lignes qu'on a déjà vues avant, c'est on met la longueur dans le prototype du point. Donc là, il n'y a pas de problème. Et maintenant, pourquoi la fonction temp? Donc ça, c'est la configuration qu'on a après les deux premières lignes. On a la fonction point avec un champ prototype qui va vers l'instance qui contient la longueur. Maintenant, quand on exécute les deux prochaines lignes, on prend une fonction temp qui a le même prototype que le point, ce qu'on a fait à la main, mais qui, et c'est ça l'important, ne fait rien dans le constructeur, qui ne fait rien dans la fonction. Donc, du coup, si on exécute la fonction temp, elle ne va rien faire. Et c'est ça qu'on va utiliser dans les prochaines 3 lignes. Ici, maintenant, on va faire le constructeur pour calledPoint et on va mettre à jour le prototype en exécutant newTemp. Et du coup, newTemp, ça va nous donner un objet qui a internal prototype, le prototype interne, mis vers le prototype de temp qui est le même que le prototype de point. Donc ça, c'est maintenant un setup qui est correct. On a le temp qui est le prototype, puisqu'il n'a pas de corps, et on a le calledPoint qui a un champ prototype qui pointe vers un objet qui, lui, a un prototype interne qui pointe vers le prototype de caled. C'est JavaScript, désolé. Voilà, ça c'est la première façon de faire, et c'est assez chiant à faire, donc du coup c'est pour ça qu'il y a d'autres façons de faire. Ça c'est quelque chose pas beaucoup, mais un peu plus récent. À un certain moment, ils ont ajouté Object Create, et Object.create, qui est donc dans la 4e ligne, fait exactement la même chose que ce que vous avez vu avec le temp interne, ainsi de suite. Il va juste faire un objet où le prototype est mis vers l'objet en paramètre. Il y a un autre argument additionnel, optionnel qu'on peut utiliser, mais dont je ne parle pas ici. Ensuite, il y a l'approche 3. En fait, bien que dans la spec c'était interne, le prototype interne, il y a quand même, je crois que c'était Firefox probablement un premier qui l'a mis en avant en mettant proto et du coup, vu que c'est quelqu'un qui l'a vu, les gens ils ont commencé à l'utiliser, on ne pouvait plus l'enlever. Et maintenant, dans ECMAScript 5 ou 6, je ne sais pas, il s'est standardisé. Maintenant, on peut accéder au prototype en utilisant proto. Donc maintenant, on a en fait accès à un champ interne qui a été caché. Ça nous simplifie la vie. Du coup, on met à jour, c'est bon, c'est fait. L'approche 4, c'est bien sûr le plus joli, c'est en utilisant le socle syntaxique. On a un extends, c'est exactement ce qu'il faut. Et en plus, on n'a même pas besoin de se faire chier avec le constructeur parce que maintenant, on a un support dedans qui va faire exactement la même chose qu'en Java. Donc tout va bien. Avant, je ne vous ai pas montré ce qu'il fallait faire pour en fait invoquer le constructeur avant parce que c'est une fonction, donc il faut peut-être faire. Bref. Ici, ça marche nickel. Pareil, ça c'est juste le sucre syntaxique. Donc en réalité, il va devoir faire quelque chose derrière qui ressemble à ce qu'on a. Voilà, il y a d'autres choses qu'il faut quand même regarder un petit peu. Là, il n'y avait qu'une seule fonction, une seule méthode. Donc, pour chaque fonction, il y avait une fois la length, une fois le description. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y en a plusieurs fonctions? Donc, la façon la plus simple, c'est d'exécuter le prototype M1, M2, M3 et de le mettre à jour. Donc, c'est la façon à droite. Dans ces cas, on met les fonctions dans le prototype 1 par 1 et c'est exactement, ça donne le résultat qu'on veut. Une autre façon de faire, c'est d'avoir un objet qui contient toutes les méthodes et ensuite d'avoir quelque chose qui fait une copy properties ou carrément le mettre dans le underscore proto ou faire des choses comme ça. Et ça donne une différence de vitesse. Donc, avant de parler des chiffres, oui. C'est quoi la différence entre underscore proto et prototype? Donc, voilà, c'est ça le problème. Et c'est le problème aussi dans la spec, et Annie, il sourit parce qu'il a eu le même problème.
Donc, dans le underscore, underscore, proto, underscore, underscore, c'est le prototype interne. Donc, quand on regarde ici, le colored point, il y a deux prototypes. Il y a le prototype interne et il y a le champ prototype qui est public. Et le prototype interne, c'est utilisé pour chercher le champ public. Donc, si on ne trouve pas un élément ici, on va aller sur le prototype, on va le chercher dans le champ public. Et donc, le prototype interne, c'est juste pour dire, si je ne trouve pas, je cherche là-bas. Pareil, le problème, c'est qu'ils l'ont appelé prototype de deux côtés. Ça aide pas. Maintenant, je laisse. La suivante, la slide suivante, je crois que c'est ici, non, la suivante. Là, Oui. pourquoi tu accèdes au prototype et pas uniquement au proto de CloudPoint? Où ça? Ici? Oui. Pourquoi je ne fais pas un proto directement du colored point? Ah, ok, je vois. Ici, ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais quand on a une fonction, automatiquement il va mettre un objet vide dans le prototype, dans le champ prototype, genre public prototype. Donc par défaut, on a déjà un objet qui est juste vide. Donc ce que je fais ici, c'est que je prends cet objet qui est vide et je mets à jour son prototype interne pour pointer vers l'objet que je veux en mentionner. Ça, c'est le prototype public de point. Ça, c'est l'interne et l'autre, c'est public. Ça, c'est l'interne et l'autre, c'est public. Oui. Et donc l'interne, il était avant d'être public, il était juste pour les trucs système déjà implémentés par le langage. Tout à fait. C'était juste pour, on a un pointeur pour regarder le prochain, et vu que c'est un système prototype, on l'a appelé prototype. Ça n'est pas, je dirais, Et du coup, le lookup, quand on le lookup pour un champ, ouais. on va dans color point. Si on ne trouve pas dans les champs de color point, on regarde dans le prototype. Et si on ne trouve pas, on va voir dans les champs publics où le prototype est le proto. Alors, ce qui se passe, c'est que si je cherche un champ dans cet objet-là, prototype, il va dire est-ce que je le trouve là-dedans? Si je ne le trouve pas là-dedans, je vais chercher dans l'objet qui est ici, sauf si c'est nul. Et dans ce cas, donc, il va regarder dans le point de prototype, qui lui a un underscore proto qui est nul. Donc, s'il ne le trouve pas dans celui-là, il va s'arrêter. Ensuite, quand on fait un new, et j'en ai pas ici, quand on fait un new sur colored point, il va prendre l'objet qui est dans le prototype public et le mettre comme underscore proto du nouveau objet. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire les chaînes. Et c'est comme ça qu'on simule l'héritage du langage. C'est clair? Et donc l'instance, oui. Et donc l'instance, il va juste prendre le prototype public de la classe et instancier à partir de ce prototype public. Oui, donc il va associer un hashtag vide et mettre un underscore proto égale fonction de prototype. À part quelques trucs, si c'est non, il ne peut pas le faire, ainsi de suite. Mais a priori, c'est ça. Et juste une petite question par rapport à l'approche 4. Oui. Donc si on change juste tout en haut la classe point par function point, est-ce qu'on peut quand même étendre depuis une fonction? Oui, je suis convaincu que c'est possible. Ok. Et ça marche bien à partir de 6. Ça marche. Moi, je vais tester sur la Revit en passant un flag spécialisé. Donc, c'est pas encore. Je dis c'est public dans le sens que c'est dans la Revit qui est public, mais c'est pas dans le. Il faut passer un flag spécial. C'est là qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, ça. Voilà. Donc, pour le benchmark, avant de donner des chiffres, il faut se rendre compte qu'en fait, c'est pas l'approche habituelle, ou moi je ne veux pas suivre l'approche habituelle de benchmarker, parce qu'en général, ce qu'on veut, c'est on veut regarder la vitesse maximale, ou comment ça va se comporter dans un programme une fois que ça tourne un petit peu, une fois que le cheat a compilé le code. Et ici, on regarde le code qui va s'exécuter une seule fois au début. Donc je ne vais pas utiliser, je ne vais pas regarder comment ça se passe dans le cheat, mais je vais regarder comment ça se passe normalement, ou au début quand c'est froid. Donc j'espère qu'en revanche, c'est le truc standard pour faire des benchmarks en JavaScript, lui il fait ça dans une boucle. Donc son but c'est justement, on exécute un petit warm-up peut-être même, et ensuite on fait des milliers
itérations pour regarder est-ce que le VM elle sait faire ça. Et donc du coup, ici c'est vraiment le cas où il ne faut pas utiliser ChairSphere. Il ne faut pas utiliser un warm-up et ensuite regarder comment ça se passe. On veut regarder si on l'explique une seule fois, c'est quoi la vitesse. Et d'ailleurs, oui, quand j'ai dit brightly, c'est vraiment une différence énorme entre quand c'est chaud et quand c'est pas chaud. Donc il faut un manière différent de benchmarker. Donc je ne peux pas juste dire je fais une classe et je regarde 1000 fois comment ça se passe. Bref. Donc ce que j'ai fait ici, c'était j'ai pris un class generator.dart qui me génère du code. Donc j'ai des options, je peux dire je veux 2000 classes, chaque classe 20 méthodes, chaque méthode un boucle while, deux boucles while, elle doit faire un print et je veux que ce soit une fonction anonyme, ainsi de suite. Elle me génère ces classes pour des approches différentes. Pour Dart, j'ai donc 6-7 bits différentes configurations pour tester. Ici, il y a un exemple de comment ça a l'air d'un point de configuration. Donc, comme je dis, nombre de classes, nombre de méthodes per classe, je sais pas de programme, clair. Donc, ça me permet d'avoir des codes que je peux ensuite tester. Et donc, quand on regarde le code que je génère, il est assez grand. Donc c'est ça le but quand même, regarder comment ça se passe pour des applis qui sont grands. Il faut dire que ça c'était non unifié. En général, ça peut faire une différence. Les VM, en particulier les 8, est connu pour ça. Ils regardent la taille, peut-être que c'est que les 8. Ils regardent la taille de la fonction pour savoir si l'inline ou pas. Ici, ça ne gêne pas parce qu'au final, on inline rien, donc c'est... Pardon ? Pour ce test, c'est plus random, il faut faire la fonctionnalité. Générer un peu de données. C'est générer, c'est avoir des classes que je peux tester. Donc ici, c'est vraiment, si je sais que ça pourrait avoir une influence, j'essaie de le mettre dedans. Mais au final, vu que justement ça c'est avant le cheat, généralement ils sont super bêtes là-dessus, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup de conneries, c'est juste on essaye de faire passer. Donc là j'ai à peu près 5-6 mégaoctets de fichiers non zippés, non minified. Et quand j'ai testé ça sur le V8, ça me prenait 400 à 550 millisecondes dépendant quelle approche, ainsi de suite, pour l'exécuter. Et c'était la classe PET6 underscore proto qui était le plus rapide. Donc une fois qu'avec la classe PET6 est partout, utilisez-le, ça marche. Ceci dit, 400 plus que 5 autour de 406 millisecondes, c'est super lent. Donc pour l'instant, je ne comprenais pas pourquoi c'était tellement lent. Et il s'avère qu'en fait, la raison pour laquelle c'était tellement lent, c'était parce que j'avais le wrap function, wrap program à vrai. Et l'idée, c'est ici que quand on veut avoir des applis qui sont modulaires, on ne veut pas avoir le JavaScript de top level qui est complètement pollué, on veut avoir sa partie, ce module, dans une fonction anonyme qui a ces variables qui sont donc bien fermées et qui ne peuvent pas s'échapper. Et moi, ce que je disais, c'était donc pour node function. La raison pour le node, c'est que quand on écrit function en statement, donc en premier mot dans un statement en JavaScript, JavaScript exige que ce soit une déclaration de fonction. Et quand c'est une déclaration de fonction, je ne peux pas l'exécuter tout de suite, donc je ne pourrais pas mettre les parenthèses derrière. Mais si je commence avec une note, du coup, c'est une expression, forcément. Et tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter la fonction, il va prendre le résultat, il va faire une note dessus. Ici, je retourne nul, et en JavaScript, on peut tout faire, donc ça va faire une note sur nul, ce qui va vraiment être nul, ou n'importe quoi, je veux dire, c'est pas grave, c'est exécuté une fois. Mais ça, c'est une super différence d'un point de vue de vitesse. Si j'enlève ce wrapper-là, tout de suite, je passe à 50-85 millisecondes. Donc, n'utilisez pas l'object.create si vous voulez être rapide. Ceci dit, c'est 30 millisecondes sur 2000 classes avec 20. Mais c'est une super grande différence. Et une autre question. C'était un seul wrap pour tout au monde. Oui. Donc, pour une seule fonction, tu as 300 quelques. Oui, bien sûr. Et la raison, c'est que d'après moi, je n'ai pas regardé beaucoup plus, et vous allez voir qu'il y a quand même un follow-up là-dessus. C'est qu'avoir des fonctions internes fait en sorte que, par exemple, ils doivent chercher est-ce qu'il y a des variables qui sont partagées, est-ce qu'il y a des variables partagées, ainsi de suite, donc ils font des parcours. Il les traite apparemment différemment. Mais
Et je ne suis pas entièrement sûr, il faudrait que je demande à mes collègues qui ont fait le travail. Il faut déduire que des frameworks JavaScript comme jQuery par exemple qui abusent un petit peu de cette manière. Bah, vous allez voir, en fait, il y a quand même il faut la Comme je dis, quand j'ai tourné, bon, la première fois que j'ai tourné ça sur Dart JavaScript, je m'y attendais quand même, c'était 2 millisecondes, et la raison pour ça, c'est que Dart JavaScript, il fait du tree shaking, des inlining tête code elimination, donc forcément mon benchmark n'était pas bon, j'avais plein de classes, mais quand j'ai compilé, c'était mort. Donc ça, déjà avec ça, je peux dire, oui, c'est comme ça que vous faites startup. C'est pas complètement faux quand même, parce que quand vous avez un API qui est grande comme ça, les 2000 classes, vous aurez des classes pour le moment que vous n'utilisez pas. Et donc, quand vous avez un tree shaking, parce que c'est écrit par des équipes différentes, que c'est des librairies différentes, il y a toujours des fonctions de méthodes classes qui ne sont pas utilisées. Donc, quand j'ai dit que le tree shaking, il est à le faire, bon, on ne va pas à 2 millisecondes, mais c'est quand même le cas qu'en général, qu'il y a des classes qu'on arrive à enlever qui permettent d'avoir un code plus petit. Bon, maintenant, c'est pas juste dans la comparaison ici, donc j'ai ajouté fake instantial class, -1, ça veut dire tous, qui va faire un if take time equals 42, ce qui est jamais le cas parce que c'était en 1970. Alors, instancie la classe, mais vu que le compilateur ne peut pas savoir à quelle heure je veux l'exécuter, il va me garder toutes les classes. Donc, il y a d'autres astuces que j'ai fait pour éviter le tree shaking, mais en général, ça fait maintenant que toutes les méthodes et toutes les classes sont restent. Et quand je l'exécute maintenant, à nouveau, maintenant du coup, je sais que j'ai toutes les classes, j'ai un petit peu réglé aussi, et j'étais quand même à 115 millisecondes. Sachant que Dart JavaScript, ici, on a quand même le best case parce que j'ai fait des classes qui n'ont pas de getter, qui n'ont pas de mixing, qui sont super simples, et ainsi de suite. Donc, certes, c'est super bien pour Dart JavaScript, mais c'était par rapport à la main, il y a quand même un petit truc. On ne peut pas être plus rapide que JavaScript à la main, en tout cas, il y avait quelque chose. Et donc j'ai regardé un petit peu, et au final, je me suis rendu compte qu'il y a en fait 2 façons de rappeler le programme. Un qui prend un caractère de plus, donc je ne l'avais pas fait. Et donc, si vous utilisez ça, vous êtes lent, si vous utilisez ça, vous êtes rapide. Et donc, la vite, je suis sûr, ils ont un if, ça commence avec parenthèse fonction, on passe dans le mode rapide parce qu'on sait que la seule façon d'utiliser c'est d'exécuter une seule fois. Et donc, Il y a ça dans la chambre aussi. pardon? Il y a exactement la même chose pour la chambre. Le moteur JavaScript qu'il y a dans Java fait exactement la même chose. Ils reconnaissent le pattern. Voilà, mais ce pattern-là qui est plus court, ils ne connaissent pas encore. Donc il va falloir que je fasse un backup pour dire qu'on peut faire utiliser ça. Bon, c'est un caractère, ça va, mais quand même. Donc, utilisez ça. De toute façon, moi je ne connais même pas la deuxième façon. Bah voilà, elle est plus courte. Mais bon. Ouais, bah oui, j'ai bien vu. Donc voilà, donc du coup, qui est honnête, c'est donc avec le ES6 et un Oscar Proto, c'est le même. On a 50 à la main et 115 en Dart JavaScript. Donc on est nettement plus lent et il y a des raisons pour lesquelles il y a pas mal de choses qu'on fait, mais on aimerait quand même être vachement plus rapide. Et comme j'ai dit, en fait, souvent on est même plus lent parce qu'on génère des fonctions à la volée pour éviter de les envoyer. Donc au début, notre but c'était petit et rapide, et on ne regardait pas trop les startups, maintenant on est... Donc c'était clair, on devait devenir plus rapide. Et l'observation qui est quand même assez simple à voir, c'est en général, pour démarrer le programme, donc pour afficher ce qui est positif pour l'utilisateur, on n'a pas besoin de toutes les classes. Donc normalement, on utilise pas mal de classes, mais on ne les utilise pas toutes. Et donc l'idée, c'est de retarder l'initialisation des classes. Et ça, c'est donc le projet sur lequel j'ai travaillé dans la dernière semaine, voire mois. Et faire en sorte que quand on compile, que la sortie de Dart JavaScript initialise les classes à la gauche, au fur et à mesure. Et la question maintenant se pose jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc forcément on peut retarder le prototype chaining, on peut attendre ça. Mais a priori, même parser les classes, ça prend déjà un certain temps. Quand on a 6 mégaoctets de code, JavaScript, il avait vite prend un certain temps.
Et là, pareil, le code de chaque méthode ou le code qui est à l'intérieur, on n'en a pas encore besoin tant qu'on n'exécute pas. Donc, l'approche plus lazy qu'on a trouvée, c'était on le garde dans la chaîne des caractères. Donc, on va faire une chaîne de caractères, ensuite on va générer des classes de stub, donc des fonctions stub qui sont tout petits, qui sont rapides. On le garde dans la chaîne de caractères, et seulement quand on exécute une fonction ou une classe, c'est là où on va dire, bon là maintenant j'ai fait les vagues sur la chaîne de caractères, j'ai fait ce qu'il faut pour retourner la classe. Et ça, c'est donc maintenant le code simplifié, comment ça marche. Donc on a une fonction patch, donc le stub qui est toujours le même pour chaque classe. Et ensuite, bon, je commence par le bas ici, on va mettre dans la classe, donc on a un objet qui contient toutes les classes, on va mettre le patch, la fonction patch ici, à la place de la classe. Et ensuite, cette classe, donc quand elle est distanciée, elle va compiler la classe avec les descripteurs qui vont le paramètre. Elle va remplacer le patch avec la vraie fonction, donc la deuxième fois ça va être rapide, et ensuite elle va faire la vraie instantiation. Et donc ici, un constructeur apply, c'est parce qu'on ne veut pas s'emmerder avec les nombres d'arguments. Donc du coup, en théorie, on pourrait régler si on connaît le nombre d'arguments, on peut directement faire une loop avec argument 0 à 1, 2, 3, mais vu que c'est plus simple, on a dit que ça arrive une seule fois par classe, donc on fait juste un. Et ensuite on retourne l'objet. Donc ici maintenant c'est le concat class, pareil, elle est légèrement simplifiée. Donc on a le descripteur qui est un paramètre, on fait des valeurs dessus. Ça nous donne, ça c'est une chaîne de caractères, ça nous donne un tableau avec 3 éléments. Le premier c'est la fonction du constructeur, on va exécuter. Le deuxième c'est le nom du superclasse. Et le troisième, c'est le prototype. Et donc ensuite, on peut mettre à jour le prototype en faisant attention à ce que la superclasse elle-même soit déjà compilée. Et on met à jour le prototype. Donc on le met dans la classe. Il y a aussi d'autres champs à mettre à jour, le nom, et ainsi de suite. Mais a priori, c'est ça. Voilà ici un exemple d'un descripteur, dans ce cas. J'ai coupé en plusieurs lignes parce que c'est plus simple à lire, mais après c'est bien sûr une seule chaîne de caractères, on ne peut pas trop couper en JavaScript. Et donc voilà, vous avez le constructeur ici, ça c'est le premier élément du tableau, vous avez le nom de la superclasse et vous avez le prototype. Voilà, donc j'avais déjà dit, on a maintenant un objet qui contient toutes les classes. Ça, c'est parce qu'on veut être capable de le mettre à jour. Et dans le cas de JavaScript, c'était pas une grande différence parce qu'on avait déjà des objets pour avoir toutes les fonctions statiques et les classes. Et bon, il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est pas un seul objet parce que Dart JavaScript, la V8, elle ralentit une fois qu'un objet a plus que, je crois que c'était 1000, 30, 1024, je ne sais plus combien, mais un petit peu plus que 1000. S'il y a plus de 1000 properties dans un objet, ça devient super lent. Donc, du coup, on a dû quand même copier en plusieurs classes, ainsi de suite. Et la deuxième chose à dire, c'est qu'en fait, accéder à un champ, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Donc, on ne paye pas tellement pour avoir des classes. Il y a encore plus à dire dessus, mais j'ai décidé. Mais en général, accès à un champ ou l'appel de méthode sur une méthode, c'est quelque chose qui est extrêmement optimisé dans toutes les machines virtuelles JavaScript. Donc, c'est quelque chose qui, nous, là, ça marche pas. Oui, et ça marche. Donc, si on fait le lazy, là maintenant, il ne prend que 10 millisecondes pour exécuter toutes les similarités, ce qui est 5 fois plus rapide que le plus rapide quand c'est créé là maintenant. Donc on arrive. Pardon ? Mais pas de tree shaking. Pas de tree shaking. Là, c'est vraiment 2000 classes avec chaque fois la méthode. En même temps, c'est une boucle qui plus ou moins fait qu'on a créé une fonction. Et ça, c'est le prochain slide. Là, on ne s'en sert pas des classes. Voilà, ça, c'est le prochain slide. Pour l'instant, on ne s'en sert pas encore. Donc, bon. En fait, j'ai perdu le slide, pardon. Ouais, j'ai perdu le slide. Du slide checking. Donc, je sais pas pourquoi, mais
j'ai regardé ensuite à partir de quand est-ce que ça le paye ou pas. Dans la version actuelle, qui n'est pas super rapide parce qu'on fait encore un petit peu, on n'a pas encore l'objet de prototype ainsi de suite, à partir de 20% de classe, on devient plus, c'est là où on atteint la vitesse de l'ancien. C'est-à-dire avec 20% de classe exécutée, on a la même vitesse que si on n'avait pas le lazy. Et si on a jusqu'à 100%, on est 5 fois plus long en total, mais c'est juste parce que c'est un seul nœud, donc ça coûte, on paye vraiment le coût. Donc c'est quelque chose où il faut quand même faire attention, j'espère que je reviens le slide plus tard. Voilà, donc ensuite il y a d'autres drawbacks, et c'est de ça qu'on va parler. Ah bah si, je reviens le slide plus tard. Donc il y a 3 drawbacks de cette approche que j'ai montré. Le premier c'est polymorphique, et j'expliquerai. Deuxième, c'est exactement ce qu'on a dit. La première fois qu'on instancie une classe, ça coûte un peu. Et le troisième, c'est que vu que tout est maintenant dans la chaîne de caractères, on a une chance à mettre un breakpoint. Donc on verra ça aussi. Donc le polymorphisme, ça c'est... voilà, donc ça c'est... Le problème c'est que souvent les fonctions, dans pratiquement toutes les machines virtuelles, les fonctions ne sont pas dans les objets, comme c'est en fait, comme j'avais décrit, mais ils sont dans des classes cachées. Et faire des changements dans les classes cachées, ça peut coûter beaucoup plus cher. Et maintenant, il faut quand même que j'explique ce que c'est les classes cachées. Il y aura quelques-uns parmi vous qui connaissent déjà, mais c'est super important à savoir de toute façon, donc je vais le répéter. Si vous avez, et je reviens sur le point, si vous avez un objet point comme ici, et j'avais expliqué qu'un objet, un JavaScript, c'est un hashtag. Seulement si vous avez vraiment un hashtag, vous mourrez. C'était ça, c'est ce qu'il y avait avant la Vélite, c'est exactement, c'était, voilà, c'est là. Donc ce qu'on veut, c'est pas un hashtag, c'est avoir des vrais objets un peu. Que la VM elle fasse en sorte que ça se comporte comme un vrai objet. Et la façon que c'est fait, c'est, là maintenant je vais exécuter un par un des instructions. Imaginons qu'on fait new point 7.8. 7.8. Donc, la première chose que JavaScript fait, elle alloue un objet. Ça date, de toute façon, on ne peut pas s'empêcher de faire. Ensuite, quand on a maintenant le 10.x, et quand on alloue un objet, c'est ça. C'est ça l'objet. Et chaque objet maintenant, en plus de prototypes, ainsi de suite, ils ont aussi un champ caché qui donne le map, ou la classe cachée, ça dépend comment vous l'appelez, mais moi je vais l'appeler soit map, soit classe cachée, c'est la même chose. Et au début, elle est vide, la map. Maintenant, quand je mets un 10.x égale x, il va faire deux choses. Il va mettre la valeur que je viens de mettre dans l'objet, donc cette valeur-là. Elle va le mettre dans l'objet, dans le premier slot qui est libre. Donc ici, il va mettre en 0. Et ensuite, il va faire un map transition, donc il va faire une transition de map sur le map à droite qui maintenant dit que dans le slot 0, il y a x. Donc la description de l'objet, c'est à part. Il n'y aura pas de x dans l'instance lui-même. Et pareil, si je fais un 10.y égale y, bah, il va mettre dans le prochain slot qui est libre, donc le 1, il va mettre le 8, et il va dire que en fait, dans le slot 1, il y a le y. Et bon, il retourne ici, ensuite il va faire un z, il va mettre à jour le z, et pareil, il va faire une transition de 9, il va mettre le 9 dans l'automaton. Et ce qui est important, c'est que ça, c'est pour chaque classe, ça se répète. Donc il va faire la même, il va réutiliser les maps. Donc ici, je fais maintenant un new point de K2, il va recommencer par le map qui est vide, il va faire la transition sur x, et il va faire la transition sur xy. Et du coup, on peut réutiliser les transitions de map. Ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, coûte un petit peu quand il le fait, et d'ailleurs, il optimise des petits trucs comme ça, ils optimisent, c'est pas de problème. Mais en général, chaque fois quand on ajoute un champ dans JavaScript, il va faire une transition de map. Et l'important, pourquoi est-ce qu'on a ces maps, c'est que d'abord ça prend moins de place, puisqu'on a maintenant un tableau avec la valeur et la description qui est réutilisée à chaque fois. Mais c'est surtout qu'on peut optimiser pour des maps qu'on a déjà vues. Donc quand on prend l'exemple O.foo qui prend E2.bar, ce qu'il va essayer de dire, bon, j'essaye de me rappeler de ce que j'ai vu avant. Et si je connais, voilà, je vais montrer ça ici. Donc si la classe, imaginons que c'est toujours la même map qui arrive, et c'est juste des objets qui sont différents avec des valeurs différentes.
Dans ces cas, il veut dire si la map de haut, c'est la même map que j'avais vue avant, bah dans ces cas, je sais dans quel slot c'est. Par exemple 6. Pareil pour le 2. Si je connais, si la map est la même qu'avant, bah, j'ai déjà fait le lookup, donc je sais que ça sera dans slot 1. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide parce que ça se fait en 3 instructions assembleur. Donc ça, c'était le code assembleur qui faisait que la bit était rapide. Ils avaient, donc ça, c'est l'objet, le receiver, le haut. Ils demandaient est-ce que le pointer vers la classe c'est toujours le même, donc le cache qui était là. Si c'était le même, si c'est pas le même, ça veut dire que j'ai un min and cache miss, je dois en faire un payload, n'importe quoi. Mais si c'est le même, alors je sais où c'était, je peux l'accéder directement. Et ça, c'était carrément, à l'époque, ils changeaient l'assembleur. Donc à chaque fois quand on arrivait à Manta, ils mettaient à jour l'assembleur pour que ce soit plus rapide. Donc ils faisaient des code patching sur eux-mêmes. Ça se fait plus tellement maintenant, mais l'idée quand même, comment ça se passe avec les maps, c'est toujours le même. Voilà. Maintenant, le même trick, la même astuce est utilisée pour les méthodes. Donc ce qu'ils font, c'est, au lieu de mettre les méthodes dans les... donc là maintenant, j'ai dit ou.m, c'est une fonction. Donc en théorie, si on suit le même comportement qu'avant, ça devrait dire que là maintenant, la fonction, il y a dit que m est égal à 2. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est qu'ils mettent carrément la fonction dans le headmap. Ils ont des heuristiques, c'est donc pas toujours le cas, mais en général, ils savent quand même, bon ça a l'air comme si c'était méthode, ça ne va pas changer, donc je vais le mettre dans l'hidden class. Et du coup, quand on appelle maintenant o.m, bah, c'est pas un double, c'est pas deux fois accès, c'est juste, bon, bah, c'est le même qu'avant, je sais ce qu'il faut faire, je peux l'inanner n'importe quoi. Et au final, ils ont quand même aussi un petit peu un check pour l'inanning. Ici, quand on a juste une méthode, ils vont demander est-ce que c'est la même fonction qu'avant, bien que les fonctions en JavaScript peuvent avoir des valeurs, donc c'est peut-être pas forcément la même instance, mais c'est le même code, donc du coup, j'ai fait un check sur le code de la fonction que je suis en train d'exécuter. Je ne suis pas sûr que je peux l'appeler map check, mais c'est plus ou moins la même chose. Donc, il y a aussi si j'ai déjà vu la fonction d'avant, je sais comment faire. Et maintenant, revenons sur le drawback, le polymorphisme. On a le problème que maintenant que le constructeur, la première fois qu'on appelle le call point, au début c'est un patch, et une fois que je fais un new, ça va le remplacer. Donc il y a deux choses qui arrivent. La première chose, c'est cet objet-là, il y a une transition. Parce qu'au début, la fonction était probablement dans la hidden class. Maintenant, je fais une transition, puis je dis non, regarde pas la hidden class, regarde dans l'objet. Et deuxièmement, même si je n'ai pas ça, ce qu'on peut éviter, il y a des astuces pour éviter que JavaScript le fait, il y a quand même le point que la première fois que je vois la fonction ici, c'est la fonction patch, et la deuxième fois que je la vois, c'est une autre fonction. Donc si je veux une inning, au moins j'ai vu deux fonctions. Il y a des astuces, pour le moment, on n'a pas trop encore révélé, mais c'est quelque chose qu'on a regardé. Parce que ça, c'est des choses qui ralentissent vachement. Voilà, donc j'ai déjà dit remplacer les fonctions, ça peut avoir des effets super graves, mais le problème c'est qu'en plus c'est vraiment difficile à mesurer, parce que forcément, oui, je peux vous donner un benchmark tout petit qui va me aller et qui va être super lent, mais en général, il y a le problème c'est ça n'arrive pas sans arrêt. Donc par exemple ici, si j'ai fait O égale une classe A, je t'ai mis une instance de A, il va mettre un jour le patch. Donc ici j'ai ma transition, ça coûte. Ensuite si j'appelle le foo et je dis fais ça 1 million de fois, il va faire un new A ici, mais ici le A qu'il reçoit et la classe de A c'est toujours le même. Donc du coup ici il peut optimiser à fond, il n'y a aucun problème. Maintenant si on s'imagine que foo n'est plus jamais appelé, pas de problème, ça c'était rapide, ça aura marché de la même façon sans le laisser. Mais si maintenant je fais un new B ici, et je fais la même, donc new P ça veut dire que classe il fait une warp transition, et si j'ai fait un foo maintenant d'un million, bah, à partir d'un moment il y a deux classes ici, donc il ne peut plus faire c'est le même qu'avant, donc c'est un petit peu plus long. Et C'est juste un peu plus long pour la première fois dans la boucle. même pas parce que j'ai déjà fait ici. Oui, bon. Oui, d'accord. Si la première fois que j'appelle foo, il va commencer à tourner, il va se une fonction qui est hot, il va faire le chip dessus, il va faire un on-stack replacement et il va l'exécuter. Ouais. Ça c'est bon, en général. La question c'est la deuxième fois.
en fait, là j'ai le mauvais, et il va dire j'ai déjà vu A et B, donc je vais recompiler le code, et maintenant je vais regarder si c'est, enfin, je sais pas, A et B, j'ai vu classe d'une première façon, une classe d'une deuxième façon, et donc il va dire bon, je recompile, mais maintenant je dois soit prendre classe, je dois prendre en compte les deux. Ensuite, il y a quand même aussi le fait que j'avais vite fait un peu attention à qu'est-ce qui existe encore. Donc, si elle a de la chance, elle sait que cette promotion de classe n'existe même plus, donc je peux le dégager. Mais ça, c'est à partir d'un GC et ainsi de suite, donc c'est pas facile. Et donc, il y aura au moins regarder les deux. Ensuite, il y a encore le cas que si on désoptime, si le payload qui arrive trop souvent, parce que chaque fois qu'on entre, c'est indifférent. À un certain moment, je l'avais vite dit, ça ne se stabilise pas, je ne vais plus essayer de l'optimiser. Donc il y a ces choses qui arrivent à faire en sorte que c'est difficile parce que si j'appelle la fonction une seule fois, elle marche nickel. Bon, ou si je peux appeler foo ici, 1 million de fois, j'appelle foo, dans ce cas, il va optimiser foo une millième fois et après c'est bon. Mais si une seule fois j'ai fait une new classe B, bon, ça change un petit peu là, partout. C'est un peu. C'est pas top. Comme je dis, on peut faire en sorte que A n'est pas dans le hidden class, mais dans ces cas, l'accès, quand ça va bien, un peu plus long. Donc il y a vraiment, on ne sait pas trop comment faire. Et avoir l'argument différent. Ah, mais ok. Non, mais Je pourrais garder le. Nous, on a déjà plusieurs objets. Donc on coupe déjà en 25, je crois, je disais caractère A jusqu'à Z. Et du coup, oui, dans ces cas, si j'ai de la chance, j'associe sur l'autre et le premier reste toujours le même. Et on peut continuer ça. Et on peut même, si on veut vraiment essayer de faire avoir des objets qui sont des fils, mais dans ces cas, ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, c'est pour ça que je dis, de temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas. C'est dur à vraiment savoir est-ce que ça va impacter le programme ou pas. Si tu n'as pas de chance, si tu as de la chance, le truc RUT, qui est vraiment important, ne change jamais. Et si tu n'as pas de chance, c'est l'inverse. Donc, bien sûr, je peux vous donner des benchmarks où c'est, je crois, 50 fois plus long. Et on ne peut pas le changer dynamiquement au fur et à mesure de l'utilisation quand on observe celui-là est beaucoup utilisé. Ça coûte trop cher, peut-être pas. Donc nous, on ne peut pas compter, mais ce qui fait la vie vite, c'est quand même au fur et à mesure, elle essaie de recompiler, je crois que Firefox, à un certain moment, quand il faisait un garbage collector, il virait tout. Il disait, bon, je vais recommencer à cheater, et avec un peu de chance, ça me donne des valeurs plus stables, et je recommence avec un état qui est meilleur. Je ne suis pas sûr s'ils le font toujours, mais à un certain moment, ils le faisaient. Et d'autre part, comme je dis, il faut trouver des astuces. Ce qu'on peut faire, par exemple, nous, c'est pour lancer le programme une fois, dites-nous quand c'est stable, c'est-à-dire quand l'utilisateur voit le programme, et toutes ces classes-là, on les initialise tout de suite. Je n'ai pas besoin d'attendre, parce que de toute façon, vous en avez besoin. On n'a pas encore fait, mais certes, ça aide. Faire un truc de wrapper autour de chacun des constructeurs, ça pense pas. Bah, du coup, c'est dans le wrapper qui va le if. Donc, c'est un if. Il fait des choses. Oui, on pourrait faire ça. Et on le fait pour les constants. Mais du coup, ouais, c'est un coup à chaque fois. Alors, là maintenant, voilà la valeur du coût d'évoluer. Donc, si on initialise toutes les classes, on est sur 700 millisecondes. Et si on n'a que 20%, on est sur 125. Et comme je dis, on a quand même du potentiel. Donc, je suis sûr qu'on peut descendre, qu'on peut augmenter le pourcentage. De toute façon, on peut être en dessous de 50 ou proche de 50. Donc, on doit encore jouer avec. Moi, je sais que la tarte JavaScript qui compile un hello world, lui, il est plus rapide en lazy qu'en non lazy parce qu'il utilise, pour un hello world, il est tellement petit qu'il n'utilise pas toutes les classes dans la tarte JavaScript lui-même. Donc, du coup, là, c'est en fait le total est plus rapide. Mais ça dépend vraiment des programmes. Et niveau code, combien c'est l'overhead? Parce que tu as une fonction patch pour chaque classe. Oui, mais la fonction patch, c'est la même. C'est une boucle. Ah. C'est une boucle setup class, non descripteur. Et à chaque fois, on a la même fonction, c'est un tout petit. Ah, donc à la fin, je ne sais pas. Ouais. Donc au final, ça, c'est pas plus grand que. Je dirais, il y a des échappements pour certains cas. Non, je veux dire avec les tailles de code. De lignes de code.
justement, il y a la petite fonction qui dit setup class, et après il y a le grand tableau de chaîne de caractères qu'on donne aux paramètres. Et Ça, c'est optimisé par le moteur, c'est ça, et il réutilise finalement même du code. Oui, nous on a la fonction setup class qui est un peu plus fort. Ah oui, en fait, oui. De toute façon, On appelle un peu plus fort. le code en chaîne de caractères, c'est la même chose, de toute façon. Il y a Ouais. Plus ou moins. Oui, le code lui-même. Oui, le code, oui. Et après, à niveau mémoire, par exemple, tous les gars. Bon, il y a la chaîne des caractères en plus. Mais en même temps, vu qu'on n'a pas le code, potentiellement la chaîne de caractères en fait plus petit que si vous l'aviez vite faisait déjà un pre-parsing. Et pourquoi le val est plus lente que. C'est pas. Parce que d'abord on fait plus. On fait quand même une Oui, fonction. il y a l'opérat de. On fait un apply, function Ok, apply. d'accord, ouais. On fait une function apply, on a pas de Non, mais fonction. en soi, je vais faire juste une éval la fonction du code exécuté. Je ne vois plus pas le même code. Il ne doit pas être très différent. Non, et c'est plus petit aussi que c'est parce que là j'ai fait une boucle sur les. Je crois que j'ai fait une boucle. Non, j'ai fait une boucle. Non, c'est juste parce qu'il y a plus à faire. Ok, c'est juste parce qu'il y a l'override de gérer le string. Et je sais pas quoi. J'ai fait l'éval dessus, donc il doit le passer, il doit ensuite l'éval, ils n'aiment pas, de toute façon. Ensuite, je fais le function apply, je remplace un objet. Allouer un objet, c'est en fait quelque chose de très rapide en JavaScript. C'est quand même là. Mais comme je dis, au début c'était au 215 quand je faisais pas de new, et là maintenant je suis à 125. Donc c'est 10 millisecondes pour allouer les 2000 classes. C'est ça, c'est le réaliste, c'est ça, 20%. Ouais, le 20%, je pense qu'on peut y arriver. Mais a priori, il y en a quand même beaucoup plus rapide que 100%. Ou 135. Oui. Pourquoi tu n'utilises pas un tableau pour stocker les classes? C'est parce qu'on réutilise ce qu'on a déjà. Donc nous on n'appelle pas classe, mais on avait des objets. Justement, c'est parce que c'est plus rapide. Parce que c'était plus rapide. Maintenant, on doit réfléchir à comment on peut faire. Quand on ne change pas le prototype, quand on ne change pas la classe cachée, un accès au new, c'est un check, c'est plus rapide qu'on peut avoir plus ou moins. Maintenant qu'on n'a plus, on doit réfléchir si on ne veut pas faire des tableaux. À l'interne, dans les tableaux, il faut un bounce check, donc ça coûte un peu plus cher. Mais il se peut que c'est clairement plus rapide. On va regarder ça. Le premier truc, le deuxième truc, et ça peut être un peu cher, c'est quand tu vas évaluer ta chaîne de caractères pour la transformer en code, à ce moment-là, tu peux savoir s'il y a déjà des classes qui sont chargées et remplacées dans les chaînes de caractères directement. Oui, mais ça coûtera probablement encore plus cher. Quand tu as 6 mégaoctets de fiançage à la place, ça coûte. Mais oui. Alors, dernier drawback que j'ai vu en tout cas, c'est vu que tout est dans la chaîne de caractères, en plus c'est une chaîne de caractères qui est super longue, il y a des breakpoints par exemple qui ne marchent plus. Et ça c'est quelque chose qui est important dans ce contexte, c'est quand on fait les vals, en fait ce que la vite, j'imagine que Firefox font un peu la même chose, c'est qu'ils mettent la chaîne des caractères dans un fichier simulé et ensuite ils évaluent ce fichier. Et le nom de ce fichier, c'est quelque chose qui donne ils prennent un VM, généralement VM, quelque chose, un chiffre plus ou moins randomisé. Et ça ne nous aide pas pour débugger, parce que du coup, à chaque fois quand on fait une eval, c'est dans un fichier différent. Heureusement qu'il y a quelque chose de commencé dans les commentaires. Il y a moyen de changer ça. Donc, on peut, dans les commentaires, mettre des sources URL qui nous permet de dire prends ce mot-là. Et de la même façon, on peut même dire prends le source mapping qui est là. Et pour l'instant, on n'a pas encore fait de source mapping. On sait que ça marche, j'ai fait des tests, mais on n'a pas encore essayé. Parce qu'il faut ensuite aussi couper les fichiers en des milliers de petites parties. Pour 2000 classes, il faut 2000 petits source maps. Mais les sources URL, on l'a parce que sinon c'est Ça marche dans quel navigateur? Alors, les sources URL, ça marche dans Chrome, définitivement. Ça marche aussi dans Firefox. Je crois que Firefox ne supporte pas encore le source mapping. Il y a quelques cas, il y avait un bug grâce à la dernière fois que j'ai arrivé, c'était il y a quelques mois. Il y avait encore un bug qui était ouvert, qui n'était pas fermé. Mais Firefox, ils sont en train d'être dessus.
peut-être tu peux en profiter pour mettre un numéro de ligne. Source mapping, URL, numéro de ligne. Comme ça, tu ne seras pas obligé d'exécuter les fichiers. Oui, comme je dis, je ne sais pas encore fait. Mais merci. Juste qu'il n'y a pas encore très longtemps, Firefox, je ne vais pas débugger du code évalué dans les DevTools. Mais maintenant, je crois que c'est bon, ça a été délivré. Donc ici, c'est juste des screenshots de Chrome. Donc là, c'est encore les descripteurs. On voit, donc, bon, on a dans un certain ordre un peu différent, mais plus ou moins les superclasses, les constructeurs. Et ensuite, au lieu d'avoir un objet, on avait on avait des non-fonctions, non-fonctions. Ça, c'est juste, je dois changer justement un objet parce que ça va être plus rapide. Donc ça fait partie des optimisations dont je crois qu'on peut encore gratter, gagner. Et de l'autre côté, on a les noms des fichiers qu'on a donnés. Donc nous, on prend juste le nom de la classe ou de la fonction statique. On s'assure que c'est toujours unique. Et ensuite, on voit qu'ici, dans le file, il y a les fichiers qui ont été envoyés du serveur. Et on a le node name pour tous ceux qui sont en eval. Et d'ailleurs, si vous avez des extensions, ils sont aussi là-dedans. Donc, du coup, vous avez plein de. Pour chaque classe, il y a maintenant un petit fichier où il y a des classes qui sont internes à Torque JavaScript, donc le GOC, l'objectif, et ainsi de suite. Mais on a bien le calendar point en haut. Et on a le point. Et donc ça, c'est exactement ça. Voilà. Et donc la conclusion, c'est quand on fait rien pour initialiser, parce que quand on le fait plus tard, forcément c'est rapide. Et ça marche quand même, dans le sens que si on sait que les classes ne sont pas toujours utilisées, ou il y a que certains nombres de classes qui sont utilisées, et le startup est vraiment important, et dans la boîte de fibres, en théorie c'est important, ça aide à faire un démarrage plus rapide. Mais en revanche, il y a un trade-off. C'est quand même, au final, ça va être plus lent, plus difficile à gérer. Et donc on paie un peu le startup vers throughput. Petite anecdote pour le Fiber quand même, c'est on s'est bien, on a réfléchi un peu plus dessus. Au final, je pense qu'on va faire différent parce que un des avantages quand même dans le Fibre, c'est qu'eux ils ont une connexion d'un gigaoctet ou gigabit pardon. Et du coup, la taille, on s'en fout un petit peu. Donc on peut faire en sorte qu'on évolue on donne un petit peu plus de code si c'est plus rapide. Et du coup, tous ces lazy ou tous les trucs dynamiques que nous on fait pour bien faire plus petit, si on est bien pour le moment, ça va aller, ça va être suffisamment rapide. Mais bon, il y a d'autres clients qui vont, j'espère, l'utiliser un jour. Mais il faut toujours le trade-off. S'ils utilisent plus que 20%, bah, ils doivent utiliser tout comme ça. Avec ça, merci de. Ils doivent faire un parsing partiel parce qu'ils doivent te dire qu'il y a une erreur dedans, si je ne me trompe pas. Et donc ils les font en long, donc ils ne les font pas tout de suite. Donc ils poussent bien vers l'arrière de l'exécution. D'ailleurs, dans la version actuelle du code, la chaîne de caractères, elle n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, parce que quand on a le note, c'est là où on a fait le test, la limite, elle va parser la chaîne de fonctions en diet parse. Ensuite, elle va tout de suite voir, je l'exécute, elle va reparser maintenant en vrai pour l'exécuter. Et du coup, on payait 2 fois le parsing et on a pris la chaîne des caractères, on l'a mis à l'extérieur, du coup, la fonction est plus petite et ça allait plus vite. Je crois avec les parenthèses, ils les font correctement et du coup, on pourrait enlever ça, mais c'était une raison. Le problème, c'est quand même que quand on fait
quand on fait des classes en JavaScript, il faut exécuter du code. Je vais y arriver, j'espère. Voilà. Donc tous ces codes-là, il faut l'exécuter. Et la Vite, bien qu'elle ne va pas faire ça, elle ne va pas faire le 10.x, 10y, parce qu'elle n'en a pas encore besoin, mais elle doit bien faire ces instructions-là. Et ça coûte. Sauf que si toi tu es en tâche, tu peux faire en sorte que ces instructions-là ne soient pas entendues, auquel cas elles ne sont pas exécutées. Dans ces cas, je le fais lazy dans l'intérieur, la première fois que j'exécute le point. Donc du coup, j'ai à nouveau un truc qui est lazy, un peu. Mais c'est vrai qu'on le fait partiellement. Donc en particulier, la première fois qu'on exécute le point, on a un petit startup script qui nous fait quelque chose. Il faut juste faire attention à ce que ce soit suffisamment rapide que ça ne gêne pas la Vite. On a déjà un petit peu, et ça nous aide. On n'a pas encore tout fait. C'est entre autres parce qu'il y a tellement de choses à faire, le mixing et ainsi de suite, que si on fait des cas spéciaux, c'est cool. Mais oui, on peut travailler dessus. On est de plus en plus lazy dans la chanson. Et on imagine aussi que côté Dart, on pourrait mettre des annotations, quelque chose lazy ou not lazy. Et peut-être aussi un debugger pour dire, lors de la dernière exécution, il y a ça qui n'était pas nécessaire pour que le programmeur puisse savoir qu'est-ce qu'il pourrait mettre en annotation lazy ou not lazy. Donc oui, l'idée, ça serait que quand on leur donne une version spécialisée de JavaScript, on a dit lance-le. Ensuite, quand l'écran est là, vous envoyez une fonction, vous exécutez quelque chose, et ça vous donne une liste que vous pouvez ensuite mettre dans JavaScript pour dire ça, c'était les classes ou les fonctions dont on avait besoin, et donc on ne les fait pas en lazy. C'est ça l'optimal. Oui, on réfléchit dessus. En général, comme toujours, dès qu'on a un flag en plus, on déteste parce qu'il faut le tester, donc pour l'instant, on n'a pas encore fait, mais c'est plus pour les autres. Ça peut être bien juste de le mettre en plus, même si la plupart des gens vont utiliser déjà automatique. Mais il y a des optional typing. C'est pas optional typing, c'est suggestion typing avec le static type checker en Dart. Oui. Je sais pas s'il y a encore. Non, il est, mais oui, c'est quand même une partie JavaScript qui doit faire. Enfin, je me demande si j'avais regardé ça.